un magnifique miroir d'étoiles dans la constellation du Sagittaire, si c'est en début de nuit, et dans la constellation de Pégase, si c'est un peu plus tard dans la nuit, parce que le Sagittaire s'approchait, soit Messier 22, soit Messier 15 ou Messier 2. Et puis ensuite, on montrera les processus d'explosion des étoiles, et là, c'est le champ ouvert à toutes les merveilles du ciel, puisqu'on aura le choix entre la nébuleuse de Nubel, qui est la nébuleuse du battant de Cauche, dans le petit renard, la nébuleuse de l'anneau d'Alire, qui est une nébuleuse qui est petite, très brillante, facile à voir, qu'on voit comme son nom dans la constellation d'Alire, ou sinon des choses plus sympathiques encore du point de vue beauté, que sont les dentelles du cygne, puisqu'on a la grande et la petite dentelle dans le cygne, qui sont le résultat d'une explosion de supernova assez proche du Soleil, qui a réparti dans le ciel apparent quelque chose qui a un diamètre apparent qui fait quelque chose comme 16 fois le diamètre apparent de la planète. Donc on le voit en plusieurs morceaux. Et c'est tellement joli, ça fait comme un voile de fumée phosphorescent qui se balade devant le champ d'étoiles. Alors, vous ne verrez pas des variations, évidemment, des variations se voient sur plusieurs dizaines d'années, mais vous verrez, vous aurez vraiment l'impression de redire de voir ce voile de fumée posé devant le front d'étoiles, c'est absolument fabuleux, donc il couvre centaines de Voie lactée. Et c'est là que vous verrez qu'à Voie lactée, vous voyez comme un ruban nébuleux dans le ciel, c'est en fait des milliards et des milliards d'étoiles les unes à côté des autres, qu'on va jouer avec nos instruments. Et vous verrez ce que ça donne, c'est absolument superbe. Voilà, on va peut-être écouter l'éclaircisseur, Roland. J'avais juste une petite précision concernant les images qu'on voit souvent sur France 5. Toutes les nébuleuses qu'on peut voir, c'est souvent avec les couleurs. Oui. Alors que là, au télescope, ça va apparaître blanc. Erreur. Non. Erreur. Les couleurs. Pourquoi est-ce que vous voyez les couleurs sur les photos? Les différents aspects. D'abord, c'est parce que la photographie est faite avec des caméras CCD et des capteurs qui ont une certaine sensibilité à la couleur. Donc, ce qu'on fait classiquement, les CCD sont très sensibles à la lumière rouge. Donc, quand on fait des images pour reconstituer la véritable couleur des objets, on prend très peu d'images en rouge, on prend beaucoup d'images en vert et encore plus en bleu. Ensuite, on reconstitue l'objet en photographant toutes ces images de façon à retracer la couleur réelle des objets. Donc, ce qu'on voit sur Arte ou ailleurs, ce sont des objets qui, en général, retracent la couleur réelle. Par contre, nous, en observation astronomique, vous ne verrez pas la même chose. Parce que nous, on a des yeux qui sont un peu facétieux. Vous savez que dans la vision, il y a deux zones. Il y a la zone de vision diurne et la zone de vision nocturne. Dans la zone de vision diurne, vous avez des cônes, très grands nombres, qui sont les cônes verts et les cônes rouges. Donc, ils vont détecter toutes les couleurs à partir du vert et du rouge, et qui vont reconstituer le bleu par soustraction des signaux verts et rouges. C'est pour ça que quand vous regardez comme ça, votre œil vous paraît être un instrument optique parfait, puisque toute l'aberration dite chromatique du cristallin, qui en a pourtant, puisqu'il fait 7 mm de diamètre, en gros, pour la partie utilisée sur 23 mm de focale, c'est un instrument très ouvert, qui est un instrument réfracteur, qui n'est pas achromatique, c'est-à-dire qu'il n'est pas corrigé du défaut de chromatisme, qui est en fait la déformation de la lumière comme dans l'impression. Donc, en fait, l'intégration cérébrale se charge de ça, en faisant disparaître la couleur du bleu et en recomposant à partir du comportement du rouge et du vert là où il y a du bleu. C'est pour ça qu'on voit la couleur bleue, même en vision diurne, mais c'est du chaud bleu. Par contre, en vision nocturne, tout ça, ça s'éteint. Et il faut savoir que la câblerie est différente. C'est-à-dire que c'est comme dans les caméras CCD. En vision diurne, on n'a pas besoin de recevoir beaucoup de lumière parce qu'on a la profusion. Donc, en gros, le câblage est préférentiellement mis en place sur la résolution de l'image. Donc, pour un cône, vous avez une connexion pour la vision diurne. Et pour la vision nocturne, c'est l'inverse. Comme on cherche à recueillir de très très faibles lumières sur la rétine périphérique, la câblerie fait en gros 50 bâtonnets, puisque c'est une photosensible sur les bâtonnets, pour un point d'image. Parce qu'on récupère un maximum de lumière, parce qu'il y a très peu de lumière pour pouvoir toutes les images. Corollaire, on est beaucoup plus sensible aux fautes de lumière en vision nocturne. Et à côté de ça, l'image est beaucoup moins résolue. Donc l'éducation à l'observation du télescope, c'est aussi d'utiliser cette technique périphérique qui est très sensible, mais qui sera surtout sensible aux différences de contraste plus qu'aux différences de résolution. Et dans cette rétine périphérique, ce qui traîne, c'est quelques cônes verts et beaucoup de cônes bleus. Ce qui fait que quand vous avez un objet qui est suffisamment lumineux, que vous observez en vision optique, vous verrez bleu-vert. Dans des télescopes, il y a un certain diamètre. Si vous ne voyez pas la couleur bleu-vert, c'est simplement qu'il n'y a pas encore assez de lumière pour exciter, en image télescopique, pour exciter les cônes. Là, vous excitez les bâtonnets sans exciter les cônes bleus. C'est pour
ça, vous verrez certains objets très très brillants dans le gros télescope, ici, vous les verrez, avec en général une teinte bleu-vert. Teinte bleu-vert qui d'ailleurs peut disparaître ou s'apparaître au grossissement. Quand vous allez grossir les objets, la dimension apparente va être plus importante, donc la brillance par élément de passage de l'objet que vous allez regarder dans le télescope va baisser. Et donc vous pouvez perdre la sensation colorée avec le grossissement. Voilà. Donc on a découvert ça ce soir. Voilà. Alors, question de précaution ce soir. Ici, on est sur un site où il y a des visiteurs qui viennent. Les voitures arrivent sur le parking. Vous avez peut-être vu en montant qu'il y a des recommandations d'usage. On voit un peu le jour, mais qui sont difficiles à voir la nuit. Donc, les gens qui viennent le jour, qui sont les pensionnaires des rencontres le savent, ils arrivent en veilleuse, voire sans faire beaucoup, et ils se garent pour le minimum possible. Par contre, les gens qui ne savent pas, ils arrivent en plein phare. Alors, si vous entendez une voiture arriver, vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux, vous tournez, enfin bref, vous attendez qu'elle se gare, que les phares s'arrêtent avant d'ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que la continuance à la zone nocturne, ça demande pour qu'elle soit totale et performante 40 minutes. Donc, il vaut mieux pas trop les perdre. Alors, au début, on essaie de vous faire la gradation d'objets de façon à, pendant la période d'accoutumance, vous montrez des objets assez brillants, de manière à ce que vous les voyez. Si on vous montre des petites nébuleuses qui nécessitent une accoutumance complète, donc d'emblée, vous ne le verrez pas. Parce que l'œil ne sera pas encore adapté. Donc, dès lors que vous faites attention à ça, vous n'aurez pas trop de problème. On ne pourra pas vous faire l'adaptation. On va pouvoir faire la démonstration des constellations avec un petit laser, parce qu'il y a une loi qui est sortie en France, donc, qui est appliquée depuis le mois de mars, qui a perdu l'usage des lasers verts de plus de 50 watts à l'observation, surtout l'usage en France et même à la détention. Donc là, c'est bien pratique, on pointait les étoiles comme ça, on peut dessiner les constellations. Donc du coup, on va le faire, mais avec un laser un peu moins puissant, donc qui doit aller et puis on le fera d'ici en bas, ici devant, ou là sur le côté des loups, là, plutôt que de le faire donc là-haut, parce que là-haut, il y a beaucoup de monde, et puis les gens qui observent au télescope, ils n'aiment pas trop ça, parce que quand il y a des champs photographiques et que les lasers passent devant, c'est un peu gênant. Voilà. Donc on écoute les pulsars, Roland? Alors, il vous a parlé, je vais vous en mettre 4, hein. C'est pas moi qui ai fait le son, je vous rassure tout de suite, mais... Je vais passer sur celui-là, c'est pas la peine. Vous voyez comment ça fait, bon, on entend très pas. Alors, il faut savoir que ce que Philippe a peut-être dit, c'est que la précision dans ces pulsars peut atteindre 100 millièmes de seconde. C'est-à-dire qu'ils tournent avec un rythme tellement régulier qu'on pourrait le prendre pour nos pendules. Je vais vous en faire un exemple. On pourrait se caler des condos dessus. Bah oui. Alors, vous voyez, c'est régulier, mais c'est pas le... tourne, ça. Là, et l'autre aussi, hein, mais vous n'avez pas compris, ça va assez rapidement. Un autre en modèle encore, et puis on finira par la... Ça, c'est un peu des bruits motos. Vous voyez, ça tombe très vite. Vous avez dit quelle taille pour un pulsar? C'est tout petit. Pardon? C'est tout petit. Ça fait quelques kilomètres de diamètre. Donc vous voyez, C'est de la matière hyper condensée. là peut-être si vous n'êtes pas couché à 5 heures, Philippe vous fera voir celui du crabe. Alors celui du crabe, c'est celui-là. Je vous raconterai ce soir l'histoire, parce que c'est assez folklorique la manière dont on a découvert ces choses. C'est ça, oui. Ça, c'est un bucélium à fond. Mettez-y ce que vous voulez, c'est le pulsar du crabe. Et là, donc là, il forme une ellipse quand même. Ah non, pas du tout. Non, il tourne Ça tourne sur lui-même. Ah, ça tourne sur lui-même. C'est sa vitesse de rotation. C'est la rotation qui génère Ah, d'accord. C'est rapide, hein. Et les grosses différences de bruit, ça vient d'où alors?
De la rotation. De la rotation. De la taille du pulsar et de la rotation, non? La taille Le premier c'est le plus rapide. Ils ont des tailles différentes. Vous voulez que je le remette le premier? C'est vrai, la fréquence est très rapide. Vous avez vu, ça c'est drôle. Le premier, au début, on entend C'est un pas. son constant. constant tellement la fréquence est élevée. Et ça tourne à quelle vitesse à peu près? Et bien ça tourne, si c'est du 100 Hz par exemple, ça fait 100 tours par seconde. Ah, 100. D'accord. Non, mais là, ceux-là, ça tourne. Beaucoup plus, hein. Et écoutez celui-là, vous allez voir. Ouais, là, il va à peu près la seconde, donc c'est 20 tours par seconde. C'est un bruit de fond aussi. Ouais. Il y a quelques renforcements. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à différencier des deux. Alors que sur le dernier, celui du crabe, Ouais, oui, mais c'était pour vous faire un échantillon des quatre, c'est pas la vitesse de rotation évidemment. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est la précision. 100 milliardième de seconde, donc on est dans l'horloge atomique, là, pratiquement. Et en distance, ils sont très éloignés les uns des autres. Ouais. Enfin, il peut y en avoir dans les galaxies. Donc là, c'est enregistré par quel moyen de son? Ça, c'est un hasard, donc vous pouvez les trouver sur Internet. Il est diffusé assez facilement. Et si vous êtes là demain, après-midi, comme on fait une après-midi sur le soleil, des tout, j'amènerai du matériel radio, on vous fera écouter le soleil sur 20 mégas. S'il est décidé, hein. Normalement il est décidé. Je vais prendre ton prise. Bah, Voilà. Essayer de faire ça très rapidement pour pas qu'on passe. Plutôt, je vais prendre quelques constellations, et puis on verra ce soir avec lui, c'est beaucoup plus sympa. J'ai cherché la constellation du Moitard. Pourquoi elle existe? Elle est à construire. Alors j'ai trouvé le guidon, j'ai trouvé un bout de siège, mais j'ai pas réussi à faire le moteur. alors, Là. Voilà. Il doit marcher. Alors donc on va commencer la projection. Je vais d'abord présenter ceux qui ne connaissent pas comment ça va. Je suis astronome et je m'occupe du planétarium itinérant de la branche centrale. Voilà, et donc membre de la SAF aussi. Donc ce soir, je suis heureux de présenter une projection que j'ai construite sur l'année précédente. Une projection qui s'appelle l'hémisphère céleste. Et l'hémisphère céleste, c'est quoi? C'est une projection qui explique, on va expliquer une question un peu étrange qu'on s'était posée avec des collègues. C'est astronome. Qui c'est qui avait inventé ces sphères qu'on avait imaginées au-dessus de nos têtes, qui pendant plus de 2000 ans nous ont chapeauté, nous ont été imposées comme une réalité au-dessus de nos têtes pendant 2000 ans. La science l'a enseigné. Qui les a inventés, pourquoi elles étaient là, pourquoi elles ont duré si longtemps, et qui les a démontées, ces sphères, pour aujourd'hui se retrouver devant un univers infini, on n'est pas enfermé dans des sphères. Vous savez, tout ça. Voilà, comment s'est passé tout ça. Et donc c'est l'origine de ces sphères célestes, surtout de la dernière, ce grand dôme des fixes, avec des étoiles, et leur triomphe, à l'époque où elles étaient vraiment installées, c'est une certitude, comment elles sont devenues réelles, alors qu'elles n'existent pas, le processus qui les a rendues réelles, et puis leur déclin, et leur démontage en quelque sorte, ceux qui les ont cassés tranquillement à coup d'observation de science et d'astronomie. Voilà. Donc c'est ce voyage auquel je vous invite ce soir à découvrir l'origine, le triomphe et le déclin, c'est l'hémisphère céleste. Alors, quand on a commencé à se penser sur le sujet, des collègues, c'était demander les naissances des sphères, qui les avait inventées déjà, et d'où ça venait, pourquoi on a imaginé des sphères, pourquoi des sphères autour de nous, alors que quand on regarde l'origine des sphères célestes, ça remonte à plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans, il y en a beaucoup qui ne pensaient pas que la Terre était ronde. Pourquoi imaginer quelque chose de sphérique autour d'une chose qui serait plate, carrée ou un cône, comme beaucoup l'imaginaient? Et donc, est-ce que le ciel nous suggère réellement tout de suite une sphère, une perception de sphère au-dessus de nos têtes? La question qui se posait, les historiens disaient oui, d'autres non. Et après recherche, on s'est aperçu que c'est vrai que le cercle est une valeur commune partagée dans la culture ancienne. Tous les monuments qu'on voit astronomiques, que ce soit Stonehenge ou les boucliers d'Achille contre mer, c'est vraiment une représentation sphérique du monde avec comment leur planète est grecque. Et l'idée de cercle, mais de sphère, quand on regarde de plus près, c'est pas une évidence, ça ne s'impose pas. Quand on regarde les conceptions du monde imaginées dans différentes cultures néolithiques, surtout on peut trouver. Et
on va dire, l'Antiquité ancienne, c'est toujours des visions du monde, pas forcément sphériques, c'est des dômes, c'est des plaques empilées, des animaux sur des tortues, sur des océans. On n'a pas une vision forcément sphérique du monde, c'est pas une perception immédiate. Voilà, on peut le voir. Voilà, il y a plusieurs manières de le voir, mais en tout cas, la sphère ne s'impose pas d'elle-même, comme ça, avec la perception visuelle du ciel. Ça, on est sûr. Voilà la réponse, et donc non. Alors, pourtant, les hommes ont inventé des sphères au-dessus de leur tête. Alors, comment elles sont apparues, ces sphères? Alors, les sphères sont apparues au niveau historique, quand on recherchait quelque chose de solide. Et encore, quand on dit solide, c'est des briques qu'on a, toxographes, des compilations tardives souvent. Mais enfin, en tout cas, on sait déjà que Pythagore, qui est très connu, pythagoricien, donc c'est plus de 2500 ans, son école font du cercle une figure parfaite, et de la sphère aussi, pour qu'il y ait un peu de temps. On a Parménide, ionien, qui nous donne aussi la Terre comme sphérique déjà. Alors quand on cherche un peu l'école ionienne, comme Pythagore, Parménide, tous ces deux-là viennent de l'école ionienne, Millet. Pourquoi ils ont déjà cette notion de courbe, de sphère? Cette école, pour en faire partie, il y a 2600 ans, 2700 ans, les hommes voyageaient et ramenaient ces souvenirs de voyage, et on les collectait en ionie, on les compilait, on les regardait, on les étudiait, et bon, souvent ils ne revenaient pas, ces gens-là, la moitié ne revenaient pas, la guerre, l'esclavage, la maladie, et ceux qui revenaient, ils avaient compilé à cet endroit-là, et là il s'est passé une sorte d'explosion intellectuelle, ils se sont aperçus d'une chose, c'est que la Terre n'était pas plate, carrée, une conique comme certains suggéraient, il y avait déjà une notion de courbe. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ceux qui étaient revenus, ceux qui étaient au sud, ils avaient vu des étoiles qui montaient, des nouvelles qu'ils ne connaissaient pas au nord, en est, en Ionie. Et puis ceux qui étaient montés au nord, ils voyaient l'étoile polaire descendre et celle du sud descendre, des nouvelles monter vers le nord. Donc ils savaient déjà qu'ils parcouraient une sphère, quelque chose de courbe. On habitait sur quelque chose de courbe. Ça explique aujourd'hui cette vision des fois étrange qu'on a chez Anaximandre. On l'a vu faire flotter sur une tranche de cercle, cylindre, le monde. Et parce qu'il avait fait une courbe sur le côté et parce qu'il pensait qu'on était sur le bord déjà d'une courbe. Mais il y en a d'autres qui suggéraient déjà une sphère. Voilà. Donc Platon, lui, c'est lui qui va donner, tout le monde le connaît, Platon, l'Athénien, ce grand philosophe, c'est lui qui va premier suggérer et imposer une représentation du monde avec des mouvements pour les astres qu'on observe dans le ciel. Beaucoup sont astronomes, ici je ne vais pas faire astronomie, mais le déplacement des planètes dans le ciel, de la Lune et du Soleil, et du dôme de toutes ces étoiles en même temps 24 heures, plus les 7 astromobiles visuels dans le ciel qui vivent dans le zodiaque éclectique, les hommes l'avaient vu, ils avaient des yeux comme nous, ils le savaient, tout ça, ils le voyaient, donc comment l'expliquer? Comment l'expliquer sans les instruments, sans la connaissance que nous on a aujourd'hui, tout l'enseignement qu'on a, nous, tous ces gens qui ont travaillé avant nous, pour nous faire comprendre. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils essaient? Platon, il essaie de donner une explication à un moment de faire des fils, de la sphère des étoiles, en 24 heures sur elle-même, et puis comment bougent les planètes. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va dans le Timée, vous pouvez le trouver dans le Timée, c'est un texte un peu obscur parfois, c'est vrai que c'est pas moderne comme texte, mais enfin on peut le lire. Il nous explique voilà, le monde, comment il est fait, le démiurge a inventé le monde, l'autre, le même, l'équateur écliptique, voilà. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Les planètes, si elles bougent, c'est parce qu'elles ont un mouvement circulaire uniforme autour de la Terre. C'est une forte influence pythagoricienne, le cercle, la vitesse uniforme. Il est très pythagoricien, Platon. Donc il explique le monde comme ça. La Terre ne bouge pas, ronde, sphérique. Bon. Et bien sûr, autour, va tourner les planètes dans l'ordre que vous avez ici, et considérées comme planètes, le Soleil et la Lune. Bien sûr, les planètes lorsqu'elles qui bougent, l'étoile bougeante qui se déplace dans le ciel. Et voilà comment il représente le monde, mais il impose déjà quelque chose de particulier, le mouvement circulaire uniforme. Et ça va peser en explication du monde. Ça, c'est un dogme, c'est un axiome, c'est quelque chose qui va peser, vous allez voir, dans toute la suite de la pensée. Platon, c'est vraiment un repère historique solide pour notre représentation du monde, et il va être directement responsable des sphères qui vont apparaître avec lui, juste au moment où il enseigne, où il a son école à Athènes. Alors Platon, quand vous voulez au Vatican, son tableau qui est célèbre, l'école d'Athènes, vous voyez Platon, il a le blanc comme ça en l'air, et vous verrez tout à l'heure, il y a Aristote qui est à côté, il a le blanc comme ça. Platon, c'est pour dire le monde des idées, derrière, et Aristote ramène tout au centre, et verra de la chute. Donc ce tableau, il est quand même intéressant à regarder, l'école d'Athènes. Il y a des belles choses, et là c'est Platon, le monde des idées, là-haut. Alors Platon, il ne nous donne pas un monde, il n'invente pas les sphères. Il ne dit pas qu'il y a des sphères qui tiennent des planètes qui tournent autour de nous. Il dit voilà, ça tourne, je ne sais pas ce que c'est, voilà, ça doit fonctionner comme ça, mais il ne donne pas les sphères. Il ne les impose pas, il ne les donne pas. Par contre, il va donner à son école, à Athènes, il va donner un ordre à ses disciples, essayer d'expliquer le mouvement des planètes avec des mouvements circulaires uniformes. Et voilà, il faut trouver la solution. Il faut trouver la solution, et tout le monde va travailler là-dessus.
Et il y en a un de ses disciples, c'est lui qui va fortement influencer les sphères, les origines, c'est disciple de Platon, Eudoxe de Cnide. Vous avez les dates, donc pour ceux qui veulent voir les précisions historiques. Voilà, donc c'est lui qui va les inventer. Enfin, il invente des sphères homocentriques. Le peu de texte qu'on a, on ne va pas dire qu'il les croit, il dit ça peut rendre compte. Ça peut au moins rendre compte du mouvement des planètes. Pourquoi il y a ces points qui bougent dans le ciel sans faire appel à la religion divine. Donc comment faire? Il va inventer des sphères 26. Et il va dire que les planètes sont enchâssées dans des sphères. On a une dessous, concave, donc convexe au-dessus. La planète est comprimée à l'intérieur. Et il y a plusieurs... elles vont pivoter chacune à une vitesse différente, mais uniforme et circulaire. Un mouvement, voilà. Elles vont faire pivoter la planète à l'intérieur. Et donc ça va expliquer le mouvement des planètes dans le ciel et surtout les rétrogradations, les boucles, comme Mars, vous connaissez, qui fait des grandes boucles dans le ciel. Et ça va vous donner ce mouvement qu'on voit sur la petite figure en bas. On voit bien la planète avec des mouvements circulaires et uniformes. Si elle est attrapée dans des sphères qui glissent les unes sur les autres, on peut expliquer le mouvement des planètes dans le ciel. Enfin, expliquer, en rendre compte, mais pas prédire leur déplacement futur à long terme. Vous voyez, bon, les sphères homocentriques, elles ont un problème déjà. C'est qu'elles ne pourront pas rendre compte de leur déplacement réel pour prévoir, comme nous on fait comme des éphémérides. Pas faire avec ce système, c'est pas fiable à long terme. Calib, le Sisyphe, il est là, lui il va reprendre ce principe, il va rajouter 7 sphères pour rendre compte des petits détails qu'on observe depuis Eudoxe, les petits déplacements qui ne vont pas, les prédictions, il va rajouter des sphères pour les faire bouger un peu différemment, améliorer les mesures. Bien sûr, aucune réalité à ces sphères, pourtant elles ont été inventées là. Elles ont été inventées à ce moment-là. Et on va discuter maintenant, on commence à en discuter à cette période, c'est comment les planètes sont attrapées à l'intérieur de ces sphères, comment elles glissent à l'intérieur, comment elles sont faites. On discute sur leur nature. Je peux vous dire, ça discute les philosophes, ils discutent si elles ont une âme, une intelligence. On compte les mots âme, intelligence, parce qu'on dirait l'intelligence, ils se battent là-dessus, ils chipotent là-dessus, mais enfin, c'est philosophe. C'est intéressant. Et puis, est-ce qu'elles existent vraiment, ces sphères? Maintenant, on va commencer à se poser la question. Parce que ça donne déjà, ça rend compte du mouvement des planètes à peu près. Alors, voilà les deux fondateurs. C'est surtout Eudoxe qui les invente pour répondre à l'exigence de Platon.